Bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur d'un sujet vraiment crucial, la transition énergétique française. On a devant nous des données récentes qui comparent nos trois piliers bas carbone, nucléaire, éolien et solaire. Oui, l'idée c'est d'aller voir ce que disent vraiment les chiffres de 2024. On va regarder un peu les forces, les faiblesses de chacun, les coûts, l'impact carbone, même l'espace au sol, D'accord. pour essayer d'y voir plus clair, quoi. Notre mission, donc, comprendre d'où on part, comparer ces technologies de manière équilibrée, et puis esquisser un peu les futurs possibles. Alors commençons par le début. Pourquoi? Pourquoi cette transition est si urgente? L'objectif numéro 1, c'est la neutralité carbone en 2050. Ça, c'est l'accord de Paris, notre stratégie nationale. Oui. Mais il y a un vrai défi derrière ça. Pour décarboner l'industrie, les transports, il faut électrifier massivement. Ce qui veut dire plus de demandes d'électricité. Exactement. Beaucoup plus. On parle d'une hausse de 60% d'ici 2050. C'est considérable. Ah oui, quand même. Et donc, il faut produire beaucoup plus d'électricité, mais attention, une électricité décarbonée. Voilà le double enjeu. Et justement, l'année 2024 a donné un aperçu intéressant de cet équilibre, avec des bonnes nouvelles et des moins bonnes, si je comprends bien. Tout à fait. 2024, c'était une année record pour la production électrique totale. Très décarbonée, grâce au nucléaire, à plus de 67%, et à l'hydraulique aussi, presque 14%. D'accord. On a même exporté énormément. Mais, Le mais. c'est que l'année a aussi été une sorte d'avertissement. Malgré plus d'éoliennes installées, leur production a baissé. Ah bon? Pourquoi? Faute de vent, moins 8%. Et ça met le doigt sur la dépendance de ces renouvelables intermittents à la météo. L'intermittence, le mot-clé. Voilà. Et ça montre à quel point on a besoin de sources pilotables qu'on peut démarrer quand on veut, comme le nucléaire ou l'hydro, pour assurer la stabilité du réseau. C'est vital. D'accord, très clair. Alors, rentrons dans le détail. Le nucléaire, notre socle historique, quels sont ses atouts et ses défis majeurs aujourd'hui? L'atout principal, ça reste sa capacité à fournir beaucoup d'électricité de manière stable et très très bas carbone. On est autour de 4 grammes de CO2 par kilowattheure sur tout le cycle de vie. C'est très peu. C'est très peu. Le coût de production du parc actuel est aussi assez compétitif, environ 60 € le mégawattheure, mais les défis sont importants. Oui. On a un parc qui vieillit, plus de 35 ans en moyenne. Ça demande des investissements très lourds pour la prolongation, c'est le fameux grand carénage. Oui, des milliards d'euros. Exactement. Et puis il y a la question des déchets à très long terme, avec le projet CIGEO pour le stockage profond. Et surtout, l'incertitude sur les coûts et les délais des nouveaux réacteurs, les EPR. Flamanville, bon. Flamanville, budget multiplié par 4, c'est ça. Ça pèse sur la compétitivité du nouveau nucléaire, non? Surtout face aux renouvelables dont les coûts baissent. C'est la question centrale, effectivement. Les coûts de départ de l'EPR sont très élevés. En face, on a le solaire qui explose avec des coûts très bas, autour de 40 € mégawattheure maintenant, et qui se recycle plutôt bien. Mais le solaire, il a aussi ses limites. Cette fameuse intermittence. Exactement. Son gros défi, c'est ce qu'on appelle le facteur de charge. C'est le temps où il produit réellement. Pour le solaire, c'est faible, environ 14%. Donc il produit seulement 14% du temps à pleine capacité, hein. En moyenne sur l'année, oui. Ça veut dire qu'il faut énormément de stockage ou d'autres solutions pour compenser quand le soleil ne brille pas. Et puis, attention à l'empreinte carbone de la fabrication. Un panneau fait en Chine, par exemple, a une empreinte bien plus élevée que notre nucléaire. D'accord. Et l'éolien, l'autre grand renouvelable. Alors l'éolien, lui, a des coûts aussi compétitifs, surtout en mer où ça baisse bien. On parle de 44 € le mégawattheure pour Dunkerque. Très bas carbone aussi. Mais il a le même problème d'intermittence que le solaire, j'imagine. Oui, il partage ce défi. Son facteur de charge terrestre en 2024, c'était autour de 22%. Ça dépend du vent, évidemment. Et puis s'ajoutent d'autres questions. Le recyclage des pales, qui est complexe, et parfois une acceptabilité sociale plus difficile. Impact visuel, ce sentiment d'injustice dans les campagnes. Le fameux « pas dans mon jardin ». Un peu ça, oui. Ces différences techniques, ça rend la comparaison directe compliquée. On compare souvent la puissance installée et les mégawatts, mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment en termes de production d'énergie? Ah, c'est là que c'est trompeur. Justement à cause de ce facteur de charge. Comparer juste les mégawatts, ça ne dit pas grand-chose sur l'énergie produite au final. Pour avoir l'équivalent annuel d'un réacteur nucléaire de 900 mégawatts, Oui. il faudrait, tenez-vous bien, environ 720 éoliennes terrestres. Ou alors recouvrir 15 km² de panneaux solaires. 720 éoliennes pour un seul réacteur nucléaire.
Ça donne le vertige. Et l'espace au sol, justement. Alors là aussi, c'est très différent. Le nucléaire, c'est très compact. 3 ou 4 km² pour une centrale. Mais c'est un espace dédié. Exclusif. Exclusif, voilà. Le solaire, on a dit, environ 15 km² pour la même production annuelle. Et l'éolien, là, on parle de 150 km². 150, c'est énorme. C'est très étendu. Mais, et c'est un mais important, cette surface pour l'éolien ou le solaire, elle peut souvent être partagée. Ah, Avec l'agriculture, par exemple, l'agrivoltaïsme. Ça nuance un peu la comparaison brute. d'accord. Des ordres de grandeur très différents, en tout cas. Ça doit rendre la planification complexe. Qu'est-ce que nous disent les scénarios pour l'avenir, ceux de RTE ou de l'ADEME, par exemple? RTE a exploré plusieurs futurs possibles. Ça va du 100% renouvelable jusqu'à un mix avec 14 nouveaux EPR. Ah oui, le grand écart. Oui, le point commun à tous ces scénarios, c'est qu'il faut baisser notre consommation et électrifier beaucoup. Mais les scénarios sans nouveau nucléaire, ils impliquent un rythme de déploiement des renouvelables absolument phénoménal. Bien plus rapide qu'aujourd'hui, hein. Beaucoup, beaucoup plus rapide, avec d'énormes défis pour le réseau, l'occupation des sols. L'ADEME, de son côté, insiste beaucoup sur le fait que la technologie ne fera pas tout. Ça dépendra aussi de nos choix de société, notamment sur la sobriété. Donc si on essaye de résumer tout ça, l'idée, ce n'est pas vraiment de choisir l'un contre l'autre, mais plutôt de les combiner. C'est exactement ça. Le débat binaire nucléaire ou renouvelable, il est stérile en fait. La réalité, c'est la complémentarité. Le mix le plus réaliste, ça semble être quoi? Un socle nucléaire pilotable qu'on modernise, peut-être qu'on renouvelle, Oui, couplé à un déploiement massif d'éolien et de solaire pour répondre à la demande qui augmente. Et bien sûr, il faut investir massivement dans les réseaux, le stockage et faire de gros efforts sur l'efficacité énergétique et la sobriété. orchestrer, investir et modérer notre appétit énergétique. Un sacré programme, en effet. Oui, et peut-être que la question fondamentale derrière tout ça, au-delà des technologies, des gigawatts, des euros, c'est quelle transformation de nos modes de vie, de notre rapport à l'énergie, on est prêt à engager collectivement pour que cette révolution réussisse. Ça, c'est une question qui nous dépasse un peu, nous les experts, et qui concerne tout le monde.